l'avenir de la médecine sera dans 3 ordres. Il y aura un ordre biologique, quelle chance on a d'avoir la science. Il y aura un ordre psychique, quelle chance qu'on a d'avoir les psychothérapies, c'est magnifique. Mais un ordre spirituel, parce que c'est le couvercle, c'est le chapeau, c'est vraiment le sommet de à quoi on peut accéder. J'ai eu une conversation publique avec le Dalai Lama, là, qui est sur Internet si jamais. Il est venu à l'Université de Lausanne. Et je lui demandais si on pouvait accepter le concept de santé spirituelle. Il m'a dit, mais absolument. Bienvenue à tous, bienvenue de retour sur la Black Elephant Experience. Félix Marcard, votre hôte. Et aujourd'hui, je suis très très heureux d'accueillir Jacques Besson, médecin, psychiatre, addictologue, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Je crois qu'il est à la retraite désormais. Mais il y a dirigé pendant des années le service de psychiatrie communautaire, donc du CHUV. Il a consacré plus de 30 ans à explorer un territoire que j'ai exploré, moi, de manière de l'autre côté du prisme, puisqu'il s'agit, bien sûr, comme je le mentionnais à l'instant, de l'addiction. Alors, j'ai envie de commencer par une question. Alors d'abord, je vais vous dire bienvenue, cher docteur. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très très heureux de vous avoir. Comme je vous le disais à l'instant, j'ai pas souvent l'occasion, moi qui ai connu l'addiction personnellement, de parler à un addictologue et encore moins un addictologue qui a une vie spirituelle très riche et qui a osé, dans un monde qui a du mal, dans la modernité occidentale, dans une modernité occidentale qui a du mal à évoquer les questions de spiritualité sans avoir l'impression d'être tout de suite dans le New Age et voilà, des choses un petit peu bancales et incompréhensibles et incontrôlables, qui a fait un long travail pour explorer les conséquences et les bénéfices de la spiritualité pour la santé physique et psychologique et psychique, etc. Donc, je vais commencer par une question simple. Comment est-ce que vous définiriez l'addiction ? Eh bien, on va prendre les définitions officielles. Alors, en tout cas, dans les facultés de médecine en Suisse, on la définit très clairement comme un trouble de la santé mentale et du comportement. Donc, ça fait partie de la psychiatrie tout à fait officiellement. Ce trouble de la santé mentale et du comportement est défini par la perte du contrôle des consommations, malgré les conséquences négatives, avec automatisation. Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas des quantités consommées, on s'occupe seulement de cette perte de contrôle, malgré les conséquences négatives, ce qui va nous obliger à aller explorer toute la profondeur de la psyché, que ce soit en termes de neurosciences sur les mécanismes neurobiologiques, que ce soit au niveau psychologique ou psychopathologique, les traumatismes, l'anxiété, la psychose, ainsi de suite. Et puis, comme je l'ai développé moi-même, aussi toute la question de nos raisons de vivre. Et c'est là que la dimension spirituelle devient scientifique parce que c'est explorable, mesurable, comparable. Voilà en quelques mots mon background médico-scientifique. C'est parfait. Alors, personnellement, mon cheminement hors de l'addiction active, puisque j'ai tendance aujourd'hui à commencer à utiliser un langage où je ne me définis plus comme un addict, mais j'ai compris assez tôt dans ce cheminement qu'il était important de ne pas prétendre m'être sorti d'affaires, surtout trop tôt. Aujourd'hui, ça fait maintenant 12 ans que je n'ai pas touché, moi j'ai arrêté la cigarette, toutes les substances en fait auxquelles j'étais addict, enfin pas toutes puisque je n'ai arrêté le café qu'un temps, mais voilà, j'ai la cigarette, le cannabis, la cocaïne, la méthamphétamine et l'alcool, tout ça,
J'ai arrêté il y a un peu plus de 12 ans. Et au départ, pour moi, l'addiction, c'était l'abus d'une certaine substance. Moi, je ne considérais pas du tout que j'avais un problème avec l'alcool. Mon problème, c'était la cocaïne, la méthamphétamine, surtout la cocaïne, parce que la méthamphétamine, c'était vraiment quand je partais vraiment, vraiment dans le fossé. Non pas que ce fût joli à voir le reste du temps avec la cocaïne, mais enfin, voilà, il y a quelque chose d'encore plus dingue dans l'état dans lequel, concernant l'état dans lequel je me mettais avec la méthamphétamine. Quoi qu'il en soit, au début, je pensais que c'était juste, qu'en gros, j'associais l'addiction à l'abus de substances. Et assez rapidement, quelqu'un m'a dit, en fait, un addict, c'est pas quelqu'un qui fait trop, qui consomme trop de drogue, c'est quelqu'un qui ne peut pas consommer de drogue. Parce qu'il y a des gens, finalement, même avec des substances très toxiques, qui, pour des raisons qui m'échappent, très honnêtement, ne tombent pas dans la compulsion et ont un rapport, voilà, plus ou moins sain. Alors, je ne pense pas que ce soit complètement sain, mais enfin, ils arrivent à naviguer et à avoir des consommations occasionnelles, même de substances qui, pour moi, sont complètement off-limit. Donc, ça a été un début de cheminement. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai commencé à me rendre compte que mon addiction, elle se déplaçait. Donc, je n'avais plus accès à ces substances. Et en fait, je me suis tourné vers d'autres choses. Donc, le vide laissé par la cocaïne ou l'alcool ou le cannabis, je l'ai comblé avec d'autres compulsions. Par exemple, le sport. Au début, pendant 1 an ou 2, j'ai fait 2-3 heures de sport tous les jours d'une manière qui n'était en fait pas saine du tout. Je me suis aperçu que je devenais, après une période où ma libido était complètement morte, je me suis aperçu que j'étais en train d'essayer j'étais un peu en train de flirter de manière assez compulsive avec la jante féminine. Que je suis allé vers le sucre. Tout d'un coup, j'étais en train de bouffer des quantités astronomiques de sucre. Ce qui d'ailleurs, quand j'ai arrêté le sport, puisqu'un jour mon corps m'a dit merde au bout de 2 ans où je faisais 3 heures de sport par jour, le jour où j'ai arrêté, je mangeais tellement de sucre que j'ai pris 30 kilos en 2 mois. Wow. Enfin, Wow. bon, donc, Oui. vraiment, bon. Donc, j'ai appris que ce n'était pas ce que je pensais. Et puis, en fait, petit à petit, j'ai commencé à définir l'addiction autrement, comme étant en fait une sorte de stratégie mal avisée et à terme vouée à l'échec, d'évitement d'émotions inconfortables. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition? Est-ce qu'elle vous parle? Ah ben, parfaitement. Donc, c'est même la façon à laquelle nous sommes tous arrivés en addictologie, c'est qu'il y a le produit, il y a le terrain, donc la personne, et puis il y a l'environnement, le contexte. Donc, vous êtes en plein là-dedans. Et pour ma part, j'ai appris à enseigner qu'il faut toujours évaluer la santé physique parce que c'est une dimension qui est importante parce que vous êtes souvent face à des patients qui sont dans le déni cardiovasculaire, le déni respiratoire, le déni des conséquences négatives. On peut évoquer les virus, on peut évoquer les troubles gastro-intestinaux, enfin, les troubles neurologiques, etc., etc. La deuxième dimension à investiguer, c'est évidemment les troubles qu'on appelle de comorbidité psychiatrique, c'est de savoir si l'addiction recouvre un trouble anxieux, un trouble de l'humeur comme la dépression ou la manie, des troubles de la personnalité. Et puis, on trouve évidemment une galaxie de compositions psychotraumatiques. Il y a beaucoup d'antécédents traumatiques, que ce soit par des abus ou des négligences. Et ça, c'est un travail maintenant que nous faisons systématiquement en addictologie, c'est de dépister la psychotraumatologie. Donc ça, c'est les 2 premières dimensions, le physique et le psychique. Ensuite, il y a une dimension qui est très importante qu'on peut analyser et mesurer, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont gravement malades
et qui n'ont aucune motivation quelconque à se soigner. Il y a des gens qui ont des troubles voilà, légers ou au contraire très graves et qui sont motivés à se soigner. Et la question de la motivation, c'est très important parce que si vous arrivez avec une offre de soins qui ne correspond pas au niveau de motivation à la demande du patient, vous faites échec et mat. Donc, un, le physique, deux, le psychique, trois, la motivation. Et puis, nous avons tous quand même une connaissance de l'approche dite systémique, c'est de savoir un peu dans quel environnement signifiant se trouve le patient au niveau familial, professionnel, sociétal, migratoire, enfin, etc., etc. Ça, c'est très important aussi. Donc, la question du pourquoi maintenant, vous avez des gens qui consomment pendant 20 ans, puis qui arrivent en urgence un vendredi soir pour la première fois. Donc, il s'agit de savoir pourquoi maintenant. Et alors là, c'est l'approche de la crise. Et puis, la cinquième dimension d'addiction qui me semble extrêmement intéressante, c'est de savoir quelles sont les ressources qui sont à disposition, parce que les médecins, de manière générale, les soignants, s'occupent beaucoup des pathologies, de pourquoi les gens sont malades, etc. Mais ils n'ont pas cette curiosité pour les attracteurs de santé, et cet attracteur de santé peut être dans l'avenir. Et je crois que c'est très important d'être capable, comme médecin, de s'intéresser à la pathogenèse, c'est-à-dire pourquoi les gens ne vont pas bien, mais aussi à la salutogenèse, ce qui va les amener à découvrir des attracteurs de santé dans leur futur, dans leur avenir. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, pour répondre à votre question. Ouais, tout à fait. Fascinant, fascinant de comment motiver les gens, enfin trouver comment les motiver. Euh, j'ai l'impression, quand je regarde le XXe siècle, je viens d'écrire un roman sur le sujet du lien méconnu et qui n'est que qu'une intuition personnelle entre euh, l'addiction d'une part et la propagande d'autre part. J'ai l'impression que au XXe siècle, on voit vraiment qu'il y a, c'est ce que décrivait d'ailleurs Jacques Ellul très bien dans son Oui, livre sur la propagande. oui, Il montre qu'en fait, vous parliez de spiritualité, on est on est dans un siècle aujourd'hui au 21e, mais depuis le 20e siècle, il y a une perte de sens, perte de repères, perte de lien que vous décrivez très bien, qui est au cœur de vos travaux. Et donc, la propagande est un phénomène non pas juste de manipulation politique avec des gens au-dessus qui vous manipulent, mais un phénomène sociologique, en fait, une réponse quelque part à ce que mon ami philosophe Mohamed Amer Méziane décrit comme le sécularocène. magnifique. Euh, Ouais, c'est très très intéressant, je trouve, et ça colle tellement avec votre travail que je me suis dit, ouh là là, il faut absolument que je m'entretienne avec le docteur Besson. Mais donc, je- j'ai l'impression que à l'aune de la définition avec les définitions, disons, pour être large, de l'addiction, on est en train, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ça couvre beaucoup plus de gens que traditionnellement ceux auxquels on pense, quand on parle des dépendants, des alcooliques, des addicts. En fait, ne sommes-nous pas devenus une civilisation d'addicts? Alors oui, bien sûr, on pourrait dire qu'on est aussi de l'addictocène, hein, pour reprendre le jeu de mots. Oui. Mais pourquoi? Eh bien, parce que finalement, alors, pour être dans les neurosciences, mais alors vraiment basique de chez basique, on pourrait dire qu'il y a un cerveau d'en haut qui est développé, qui est cognitif, qui est capable de penser l'univers, voilà. Et ce cerveau d'en haut, c'est une vaste voûte céleste, c'est l'écorce cérébrale, qui est l'aboutissement de l'évolution telle qu'elle est aujourd'hui. Mais cette enveloppe corticale, elle entoure tout le système cérébral archaïque qui nous accompagne depuis le dinosaure jusqu'à aujourd'hui. Donc cette représentation d'un cerveau d'en haut qui enveloppe un cerveau d'en bas, c'est très intéressant parce que nous avons besoin des deux.
nous avons besoin de pouvoir faire de la littérature, de la poésie, des mathématiques, de la physique quantique, tout c'est le cerveau d'en haut. Mais nous avons aussi besoin de respirer, de bouger, d'aimer. Il y a aussi les besoins physiologiques que l'on sait, etc. Et tout ça est dans un très subtil équilibre qui fait l'intérêt du vivant, dans son intégration entre les émotions, les cognitions, etc., etc. Or, ce qu'on peut montrer en étant vraiment très vulgarisateur, mais c'est que les addictions viennent perturber cet équilibre. Parce que les drogues, l'alcool et maintenant le numérique, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais les addictions sans substance, c'est évidemment très important au XXIe siècle, eh bien, elles viennent déséquilibrer le système, c'est-à-dire qu'elles viennent renforcer le cerveau d'en bas et court-circuitent le cerveau d'en haut. C'est-à-dire que quand vous parlez à un addict, il comprend tout ce que vous dites, ça l'intéresse beaucoup, mais il n'en a rien à faire, parce que les décisions se prennent à l'étage inférieur. Donc vous parlez à l'étage d'en haut, et le patient, il répond à l'étage d'en bas. Puis, c'est un mismatch, comme on dit en anglais, c'est une rencontre très, très, très difficile. C'est pour ça que, alors, on essaye de travailler du point de vue thérapeutique sur le cerveau d'en bas, les médicaments, les antidépresseurs, etc., etc. Mais ça ne suffit pas parce qu'on ne touche pas à cette connexion qu'il y a entre le cerveau d'en bas et le cerveau d'en haut. Et là, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la spiritualité, très précisément, justement, c'est une des liaisons qui doit être renforcée pour que le cerveau d'en haut retrouve le dialogue et le contrôle sur le cerveau d'en bas. Donc c'est une pédagogie qui est évidemment très vulgarisée, mais je pense que c'est honnête. Ça fait 45 ans que je travaille là-dessus, donc je pense que c'est quand même un résumé qui est assez fort et qui parle aux gens aussi. Parce que vous savez très bien que si on vous raconte des histoires, qu'on vous explique, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience émotionnellement correctrice, quelque chose d'un attracteur qui est plus fort que la substance ou le numérique en question, et qui va vous remettre dans la responsabilité, la liberté, la joie, enfin, ce qui fait que le cerveau d'en haut danse avec le cerveau d'en bas, finalement. C'est marrant parce que quand vous, à l'instant, vous parliez de la littérature et de la poésie comme étant du ressort du cerveau d'en haut. Mais moi, j'ai l'impression qu'en réalité, comme la spiritualité, c'est plutôt en bas que ça se passe. Oui, alors l'un ne va pas sans l'autre. Pour être poète, il faut pouvoir faire danser nos capacités linguistiques avec nos capacités du cœur. Et évidemment, c'est tout l'enjeu parce que quand, n'est-ce pas, l'automatisation dont j'abordais la définition, l'automatisation, c'est que l'addiction, c'est un mécanisme qui va ronger votre libre arbitre, votre responsabilité, votre créativité. Au début, vous faites du foot, vous avez des copines, vous faites du théâtre, vous vous promenez dans la nature, etc. Puis à la fin, l'entonnoir destructeur a tout avalé. Le matin, vous buvez un verre, à midi, vous buvez un verre, l'après-midi, vous buvez un verre, le soir, vous buvez un verre, la nuit, vous buvez des verres. Donc, tout a été avalé, tout a été fécalisé, tout est parti en bas. Et tout l'enjeu, on pourrait dire, c'est de compenser cette dictature psychique par l'attracteur du cerveau d'en bas, de le compenser par la démocratie psychique de la diversité de l'appareil de l'esprit humain et de retrouver la joie, le bonheur, parce qu'il y a une grande différence entre le bonheur et le plaisir, n'est-ce pas? Finalement, l'addiction, c'est une machine à attraper de la dopamine et à se faire du plaisir dans 1 cm3 du cerveau. Alors que le bonheur, c'est la capacité d'illuminer tout l'étage supérieur et d'avoir des micro-joies, des micro-plaisirs tout à fait diversifiés, dont vous êtes un acteur, un récepteur, un émetteur. Enfin, il y a là toute une question. Et alors, évidemment, il va falloir qu'on discute de la définition de la spiritualité, mais ça, c'est peut-être l'étape suivante. Non, bien sûr. Euh, Très, très, très intéressant. Ça me fait penser à ce que dit j'ai un ami poète américain qui a, pendant ses jeunes années, passé quelque temps dans un service d'alcoolologie dans un hôpital à Boston. Et il en a tiré un essai fascinant qui s'appelle Alcohol and Poetry, donc tout Ouais. simplement alcool et poésie, où il s'intéresse à au terreau en fait qui permet à l'alcoolisme de prendre.
en s'intéressant à un poète en particulier qui est Berryman, je crois. Bref, je couperai ça au montage puisque j'arrive pas à me rappeler du nom du poète. Mais en fait, il dit comment dire, le signe ou le symptôme de l'alcoolisme, c'est, enfin, non, pardon. Il explique que l'alcoolisme prospère dans des sociétés, dans des cultures qui ne font plus leur travail. C'est Et exactement ça. il dit, en fait, le travail d'une culture, en fait, une culture digne de ce nom, ça prend des enfants et ça en fait des adultes. Et notre culture moderne occidentale ne sait plus faire. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de comprendre, je regarde la scène internationale, je vois les dirigeants politiques qu'elle génère, que notre civilisation génère, et je vois, c'est vrai, beaucoup d'adolescents auxquels on Ouais, a ouais. confié les rênes du pouvoir. Enfin, c'est très frappant. Il y a une différence énorme entre les anciens et les sages, les aînés d'antan, qui avaient une certaine carrure, comment dire, psychologique, et psychique et intellectuelle, et des dirigeants qui aujourd'hui ont un mal fou à faire ce qu'ils disent et dire ce qu'ils font. Et donc, je me demande quel est le lien entre l'addiction et la maturité ou l'immaturité. Alors, je crois que vous avez parfaitement raison. On peut prendre quelques exemples. Peut-être le meilleur exemple, c'est les camps de concentration d'Auschwitz, etc., où il y a eu des intellectuels déportés qui ont réfléchi. Euh, je peux donner deux exemples. C'est Aaron Antonovsky, qui était un sociologue médical qui a étudié les survivants des camps à Auschwitz et qui disait que, dans le fond, ce qui permettait de survivre, c'était précisément une capacité de comprendre le monde, une capacité de se déterminer, de faire des choix et de se donner les chances de s'en sortir en fonction de cette compréhension, et de bien comprendre que tout ce qui arrive a du sens. Et il appelle ça la cohérence. C'est une capacité qu'a la personne d'avoir de la cohérence, comprendre, gérer et donner du sens. Et juste derrière lui, oui, il s'appelle la cohérence, et ça détermine une capacité que j'ai beaucoup explorée en médecine, qu'on appelle la salutogenèse. C'est-à-dire, dans le fond, Dont vous parliez tout à l'heure. de travailler sur les attracteurs de santé et de salut, hein, parce qu'il y a aussi la dimension spirituelle dans le salut. C'est-à-dire, dans le fond, euh, accéder à nos raisons de vivre et les déployer dans la singularité, la créativité, la responsabilité. Alors ça, c'est Antonovsky. Et un autre, c'est un psychanalyste qui s'appelle Viktor Frankl, qui n'est pas très connu en France parce qu'il était, on va dire, dans l'ombre de la psychanalyse officielle française, hein, qui est assez dogmatique. Et Frankl, lui, autant que psychanalyste, alors lui, il était déporté dans le camp avec sa femme enceinte, deux enfants et ses vieux parents. Ils ont tous été gazés sauf lui. Il a vécu évidemment une tragédie personnelle et il s'est mis à psychanalyser le camp. Et ce qu'il en a retiré, c'est qu'il est d'accord avec Freud, avec Jung sur l'inconscient individuel, l'inconscient collectif, mais il découvre un troisième inconscient et il va se mettre à en parler, à en faire une thérapie. C'est l'inconscient spirituel. Il dit, l'être humain a un besoin de sens. Et ce besoin de sens, euh, si on le refoule, eh bien, on produit une névrose. Mais ce n'est plus une névrose individuelle comme chez Freud ou une névrose phobique ou je ne sais pas quoi. Non, c'est une névrose de civilisation. Si une civilisation refoule ses besoins spirituels, alors elle est au risque, et c'est ce qui s'est passé pendant tout le XXe siècle, de produire du vide existentiel. Et le vide existentiel provoque trois symptômes, la dépression, l'addiction et l'agression. Alors, vous n'avez qu'à ouvrir votre télévision aujourd'hui, vous verrez qu'on y est complètement. Lui, il a écrit en 1947 Nos raisons de vivre, Le Dieu inconscient, des bouquins magnifiques, que tu traduits en français seulement 50 ans plus tard, pour des raisons idéologiques et politiques.
parce que dans le fond, il va en tirer des conséquences. S'il y a un inconscient spirituel, alors nous devons y accéder et ces névroses de civilisation, on peut les travailler par la logothérapie, c'est-à-dire, dans le fond, une psychothérapie qui tourne autour de la quête de sens. Et c'est le troisième ordre de la psychiatrie, oui, un ordre biologique, un ordre psychologique, mais il y aurait un ordre spirituel qui tourne autour de cette question du sens. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça correspond aux neurosciences les plus modernes sur effectivement la métacognition, ce qu'on pense de nous-mêmes. Il y a toutes sortes de mécanismes qui sont mis en évidence aujourd'hui. Et la logothérapie est arrivée en Suisse il y a déjà 50 ans en tout cas. Et voilà, donc la logothérapie, en gros, elle apporte deux dimensions. L'autodistanciation, c'est-à-dire avoir du recul sur soi-même dans le contexte, et puis l'autotranscendance, c'est-à-dire savoir que le monde est beaucoup plus grand que ce qu'on croit, que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, et qu'il faut être capable de changer de point de vue. Et le changement de point de vue, c'est vraiment quelque chose d'important dans la logothérapie, qu'on voit aussi dans d'autres thérapies. On peut évoquer les thérapies systémiques, où il faut changer le système pour changer le point de vue sur le système. Enfin, ce genre de choses. Et puis, bien sûr, en psychanalyse, quand on lève le voile sur certains pans de l'inconscient, où tout d'un coup, on voit le monde autrement. Donc, cette histoire de changement de point de vue, c'est intéressant parce que c'est une spiritualité qui est profane, n'est-ce pas? Elle ne va pas vous arriver, elle va pas vous amener des ennuis avec l'université ou la faculté de médecine parce que on peut l'étudier scientifiquement. On fait des séries, on fait des études, des enquêtes, on regarde ce qui a changé, etc. Et Frankl, dans le fond, est d'origine juive, mais il n'est pas religieux au sens habituel. Lui, il essaye de marier finalement cette psychothérapie spirituelle avec la psychothérapie classique. Et c'est ce qui fait l'intérêt, c'est ce que j'ai découvert, déployé aussi au lit du malade à l'hôpital universitaire. Est-ce qu'il n'y a pas, en tant que personne qui a grandi dans une société très sécularisée qu'est la France, où comment dire, la laïcité n'est plus conçue comme ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire un corps où les religieux et les non-religieux se retrouvent, mais comme c'est une laïcité qui est devenue, par la force des choses, anticléricale et en fait assez anti-religieuse. Oui, Euh, et j'ai l'impression que parfois, moi dont la vie, en tant que croyant aujourd'hui, moi qui viens d'une, d'un agnosticisme militant, culturel, qui me définissait en arrivant dans les salles des 12 étapes, alcooliques anonymes, ouais, narcotiques ouais. anonymes, qui me définissait comme quelqu'un, je suis un agnostique, machin, etc., qui par la force des choses, moi, on m'a tout simplement mis devant le précepte pascalien de ne pense pas que tu ne peux pas prier parce que tu n'as pas encore la foi. Au contraire, prie et la foi viendra. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais parfois, dans ce langage de la spiritualité profane, je, je vois presque un sacrilège en tant que croyant. C'est-à-dire que je vois une trivialisation de l'essence de la foi. J'ai l'impression que quelque part, cette trivialisation est le prix de pouvoir faire un travail dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, dans cette direction, un travail scientifique sans qu'on vous tape sur les doigts. Mais j'ai presque l'impression que on nous demande un petit peu de renoncer à ce qui fait la beauté, la force et le pouvoir réel de la transcendance. Alors, je suis 100% d'accord avec vous. Simplement, le contexte sociopolitique suisse est très différent du contexte sociopolitique français. D'abord, nous avons eu pendant longtemps une majorité protestante, donc il y a beaucoup moins de cléricalisme, d'institutions, c'est beaucoup plus horizontal.
Et nous avons une tradition académique qui passe par les facultés de théologie et de sciences des religions qui sont intégrées aux universités. Donc, nous avons l'habitude d'un dialogue entre les sciences naturelles, les sciences humaines et la théologie et les sciences de la religion. Par exemple, à Lausanne, nous avons une chaire islam, une chaire judaïsme, une chaire voilà, et, sciences orientales, et ainsi de suite. On a aussi des sciences des religions sociologiques, etc. Mais on a aussi une faculté de théologie pure et dure. Avec un institut à ciel ouvert, on discute avec Genève, voilà, les astrophysiciens, mais il y a aussi évidemment des aspects mystiques, etc. Ça, donc il y a une liberté d'expression et de collaboration qui est intacte. Alors, pour ma part, moi je suis issu d'une famille à tradition protestante très ancienne et j'ai eu la chance d'avoir des ancêtres théologiens de haut niveau et j'ai un peu repris ce flambeau d'être un intellectuel spirituel, si vous voulez. Donc, on ne dérogeant jamais à l'exigence académique, mais on ne dérogeant pas non plus à l'aventure mystique. Donc, ça, c'est la chance que j'ai eue dans ma vie. Et puis quand j'ai fait les études de médecine, puis la psychiatrie, puis la psychanalyse, etc., je me suis intéressé à la psychiatrie sociale. Je trouvais que c'était important aussi de s'occuper des patients les plus démunis. La psychanalyse est quand même très bourgeoise, pour être un peu rapide. Et je me suis intéressé aux populations vulnérables. Alors, j'ai créé toute une série de programmes de psychiatrie sociale et on m'a demandé de m'occuper pendant quelques temps de l'Armée du Salut qui était en train de monter une alcool clinic sur le modèle des alcooliques anonymes en collaboration avec les salutistes aux États-Unis. Alors j'ai trouvé ça formidable. J'ai invité, alors j'étais à mi-temps chef de clinique à l'Armée du Salut. J'ai découvert beaucoup d'aspects spirituels, mais qui passaient aussi par des engagements sociaux, par de la fraternité, de la solidarité, etc. On invitait les alcooliques anonymes 2 soirs par semaine, et puis petit à petit, j'ai découvert des choses. Alors que j'étais un neuroscientifique, je travaillais sur les nouveaux médicaments addictolytiques, j'étais un des premiers à travailler en Europe sur l'acamprosate, qui est devenu l'Aotal, puis le Compral, je crois, en Europe. Enfin bref, on a fait une société européenne d'alcoolologie qui s'appelait Plinius Meyer Society. Moi, j'étais un scientifique convaincu. Au départ, je disais, ben, on va trouver des médicaments addictolytiques, et puis ça va aider les gens, et puis voilà. Et puis en fait, j'arrive de ces cliniques de l'Armée du Salut, et je découvre des résurrections qui n'ont absolument rien à voir avec la biologie. Je vois des gens qui sont transformés par des actes de foi, qui sont transformés par oui, quelque chose de l'ordre qui vient d'en haut, qui se transmet dans les largeurs, la fraternité, la prière de la sérénité. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis, l'université m'a payé un séjour à Boston. J'étais à Harvard en 92, où on faisait les premiers travaux d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Alors, on a travaillé sur l'imagerie cérébrale des addictions. Et j'ai eu la chance d'avoir les premiers travaux sur la méditation, la prière et les premiers travaux sur la prière de la sérénité en imagerie cérébrale fonctionnelle. Et on a commencé à voir que c'était drôlement efficace, que c'était puissant. Donc tout d'un coup, j'avais un lien scientifique entre ce que j'observais comme clinicien sur le terrain au niveau de la foi et de la spiritualité. Et alors j'ai dû commencer à bosser pour convaincre, de retour en Suisse, mes autorités qu'on pouvait travailler sur la spiritualité et la religion à la condition qu'on soit très clair sur les définitions. Alors, je vous les donne rapidement, c'est très simple. Après toutes ces années de travail, je suis arrivé à la conclusion que la spiritualité est un besoin naturel, universel. C'est une quête de sens par le triple lien. Le lien avec soi-même, le lien avec autrui et le lien avec la nature et l'univers. Ça existe depuis toujours, c'est tout le monde. Tout le monde à sa manière. Dieu tel que nous le concevons, hein. Donc, il n'y a pas besoin d'être religieux. Mais évidemment, il y a en face toute la tradition de l'humanité avec la religion. Alors là, c'est extrêmement clair que c'est la réponse culturelle aux besoins naturels, que c'est fondé sur des traditions, des institutions, des grands médiateurs, des rituels, des dogmes, et dans le fond, c'est très, très important aussi. Et je crois que la religion et la spiritualité doivent danser ensemble. Et là, on est de nouveau sur cette histoire de pouvoir penser deux choses à la fois. On peut
avoir une spiritualité seule dans son coin, mais c'est beaucoup moins bien que d'avoir une spiritualité avec autrui qui veut embellir le monde. Et dans le fond, une religion sans spiritualité, ça va être plus difficile d'embellir le monde et d'être dans la liberté, la vérité, la beauté. Vous voyez, donc, alors ces deux définitions m'ont permis d'avancer à l'Université de Lausanne. Parce que les médecins étaient d'accord qu'on explore la spiritualité au niveau naturel et universel. C'est tous les travaux de neurosciences autour de ça. Et puis, la partie religieuse était à la faculté de théologie et de sciences des religions. On a bossé ensemble et avec un professeur de psychologie de la religion, nous avons créé un Certificate of Advanced Studies où pouvaient participer autant les médecins que les pasteurs et les prêtres. Et du coup, on avait des savoirs croisés et on a créé une plateforme de spiritual care. On a gardé le mot anglais parce que care est beaucoup plus large que soin. Et ça fait maintenant 25 ans à Lausanne qu'il y a un accompagnement spirituel à l'hôpital universitaire qui est proposé systématiquement aux patients hospitalisés. Donc, on a là une brèche dans la laïcité, si vous voulez, un peu dure, parce que, dans le fond, on est dans le respect de savoir où sont les gens avec le curseur spiritualité, religion. La réponse est très ouverte. Si les gens disent, moi, je suis bouddhiste, bon, on leur présente un moine bouddhiste s'ils le souhaitent. Mais s'ils disent, je suis athée, il n'y a pas de problème. On a un petit groupe de gens qui sont agnostiques, mais spirituels, sur la question de la nature, des étoiles, ou que sais-je, ou de la poésie, justement. Donc, voilà un peu d'où nous venons. Évidemment, ça a donné un chemin assez différent de ce que vous vivez en France, où il y a eu des démarcations assez dures, notamment, je crois savoir, à cause de la Révolution française, où il y a quand même eu des gros dégâts. Oui, et donc, ça, on a la chance de ne pas avoir vécu cette guerre-là. Alors, du coup, bah, ça continue, parce que maintenant, évidemment, avec toutes mes recherches sur la spiritualité dans tous ces états et la religion dans tous ces états, j'ai fondé une association pour l'exploration de la conscience. Et puis, nous avons la chance en Suisse aussi de pouvoir prescrire légalement des psychédéliques. Donc, du coup, l'exploration de la conscience peut se faire en conscience modifiée chamanique, officiellement. Elle peut se faire avec les psychédéliques, légalement. Elle peut se faire dans toutes sortes d'explorations de la conscience où la spiritualité apporte un ciel ouvert. Et dans le fond, c'est aussi une réponse salutogène. Quand les jeunes disent la vie, c'est de la merde, bah, moi, je ne suis pas d'accord. Je leur dis, attendez, pas du tout. Et puis je dis, bah, voilà, on va ouvrir le ciel, on va regarder on va regarder les mystères, la lumière. Et ça change complètement le regard médical, voyez-vous. Ça crée une alliance forte, ça crée du lien, ça crée du sens. Et voilà, on est sur le rétablissement, là. C'est en route. C'est fascinant de voir à quel point la modernité, je parlais d'Ellul tout à l'heure, qui montre qu'en fait, dans des sociétés orphelines de sens, de métaphysique, en fait, qui pensent s'être extirpées du questionnement métaphysique et d'avoir tué Dieu, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des sociétés en fait orphelines de sens, de direction, Ouais. l'illusion de l'indépendance les uns des autres, euh, et en fait, ça devient le règne de l'efficience, qui est quand Horrible. même, voilà, c'est absolument sordide. Et puis, ça conduit en fait au nihilisme qu'on voit de plus en plus chez les jeunes aujourd'hui, comme vous le décriviez à l'instant. Ah oui, vide existentiel, dépression, addiction, agression. Bah, ouvrez votre journal. En France, ces temps, vous n'êtes pas très bien, hein. Sur la question des drogues, vous avez beaucoup de retard, hein. Sur la politique, oui, nous, ça fait maintenant, depuis 75, oui, bah, ça fait 50 ans que la politique des addictions inclut 4 piliers: la prévention, la réduction des risques, l'accompagnement thérapeutique, une politique des drogues qui est inspirée par la science. Enfin, j'entends, là, vous avez encore, je me permets moi, j'ai une grand-mère française, je suis un petit peu français, mais Et moi, je ne le suis pas, Jacques. Donc, ah bon, moi, je suis austro-américain. Donc, ah bon alors, tout va bien. Mais, même si je suis parisien de naissance et en fait d'accord. secrètement très français. Mais allez-y. Alors, je Pardon. vais juste dire qui aime bien châtie bien. Moi, j'aime beaucoup la France, j'y suis souvent, etc. Exactement.
Mais là, il y a un problème de mise à jour de la dictologie politique. Vous avez un vrai problème, vous êtes en retard et jetons à courir derrière les fumeurs de pétards, vous perdez votre temps. À les mettre en tôle, vous les perdez aussi de vue au niveau sanitaire. Enfin, il y a un grand problème de chercher les raisons de vivre au lieu de leur courir après comme des lapins, c'est débile. Ouais. Vous parliez de l'importance du sens, Oui, et donc pour moi, c'est vraiment, je trouve ça génial, cette manière de comprendre qu'en fait, le contraire de l'addiction, ça n'est pas la sobriété, ça n'est pas l'abstinence en tant que telle, c'est le non, lien. C'est le oui, lien. Voilà. absolument. C'est le Le lien à triple, soi, c'est le lien, voilà, le lien à soi, le lien aux autres et le lien avec ce qui nous dépasse. Et en fait, ça me fait forcément penser au titre de cette chaîne, qui est également le titre d'une sorte de réseau social, un peu d'un nouveau genre, qui a vu le jour pendant la pandémie, et dont je suis très heureux de vous parler parce que je voudrais vous convier à venir voir ce qu'on fait. oui, Et l'idée de ce réseau social, en fait, avec quelques dépendants, mais pas uniquement des dépendants, on a commencé à parler pendant la pandémie, oui, qu'on a, qu'on a, qu'on a vu, contrairement à d'autres, non pas comme une sorte de catastrophe, mais comme une opportunité, en fait, de prendre du recul sur le monde dans lequel nous vivons et de nous rendre compte que ce que nous considérions normal l'était souvent très peu et très peu sain, souvent, et que par ailleurs, ce qui paraissait anormal à la société en général était souvent en fait des comportements assez respectables, plutôt matures en fait. Et, et à l'époque, on a appelé ça, comme certains d'entre nous étaient des addicts, on a appelé ça au début Humans Anonymous. ah, Parce qu'en fait, on s'est dit, ce lien, comme vous le disiez, ce lien, c'est un besoin naturel, en fait. ah, C'est pas une question d'être drogué ou pas drogué. Nous en avons tous besoin, et dans les sociétés atomisées que voyait déjà venir au début du 19e siècle Hegel, ah oui, on voit les dégâts considérables de oui, l'illusion que nous sommes des individus déconnectés les uns des autres, alors que très clairement, il y a quelque chose de métabolistique dans toute la vie voilà, sur la planète Terre. Et donc, on a commencé à se réunir. Je vais vous épargner pour l'heure la genèse du nom qui est passé de Humans Anonymous à Black Elephant, mais ce qui est assez intéressant, c'est que parmi nous, il y avait donc des anciens dépendants, enfin des dépendants qui étaient en rétablissement, donc il y avait, passez-moi l'expression, c'est sans mauvais jeu de mots, qui avait de la bouteille, mais d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Et qui en revanche on était tous des traumatisés, on était tous des cabossés. c'est sûr. Euh, et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'on avait développé, notamment dans les salles, un super pouvoir, c'était la capacité à parler, à être vulnérable dans ce qu'on avait à partager aux autres. Exact. Euh, et, et on s'est donc le super pouvoir, c'était à la fois cette sorte de conscience aiguë du fait que le lien n'est pas juste un truc sympathique, mais en fait une question de vie ou de mort. Et ensuite, la capacité à fabriquer ce lien de manière assez extraordinaire, dans un temps de laps très court, un laps de temps, pardon, un laps de temps très court, entre des êtres qui ne se sont jamais rencontrés, grâce à la vulnérabilité, en fait, dont nous avons très rapidement compris que c'était un don. Et alors, en fait, moi, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup interpellé de voir un jour une des personnes qui a cofondé ce réseau est une survivante de violences sexuelles congolaise. Et cette jeune femme, un jour, en fait, elle a survécu à des épisodes d'une violence innommable,
d'abord dans sa petite enfance et puis ensuite pendant son adolescence. En fait, à 17 ans, de manière instinctive, elle a fini par comprendre que si elle allait survivre et puis peut-être un jour espérer vivre, pouvoir vivre, il fallait d'abord qu'elle mette des mots sur ce qui s'était passé et qu'elle le fasse publiquement. Et lorsqu'elle l'a fait, plein de jeunes Congolaises, puisque la violence sexuelle est devenue systémique au Congo, elle part des mines où nous allons chercher les richesses minières qui nous permettent de fabriquer la technologie que nous utilisons à l'instant. Ouais. Mais en fait, ça a été une épidémie de violence sexuelle qui maintenant, c'est vraiment... en fait, dès qu'elle a parlé, elle s'est aperçue que la moitié des jeunes Congolaises levaient la main pour dire « moi aussi ». Et elle m'a montré un jour, elle m'a invité à une de ces réunions en ligne par Zoom et j'ai vu en fait une réunion qui ressemblait exactement à une réunion des 12 étapes. Ah oui. Et donc, et alors, pourquoi est-ce que je pérore aussi longtemps? C'est parce que, en fait, je me rends compte que j'ai l'impression qu'on est devenu une civilisation où, en fait, je me rappelle la première fois que j'ai expliqué mon cas à Gabor Maté, dont nous parlions avant de mettre en route cet enregistrement. Et je lui disais, moi maintenant, je suis plus dans les groupes j'ai changé de groupe de 12 étapes. Je vais plus chez les alcooliques, je vais plus chez les narcotiques. Je vais dans une réunion d'enfants adultes issus de familles dysfonctionnelles. Mmh. Et j'ai l'impression que ces réunions sont en fait les réunions des 12 étapes avec le plus grand nombre potentiel de membres aujourd'hui dans le monde. Magnifique. Parce qu'en réalité, on est tous plus ou moins issus des familles fonctionnelles, c'est quand même devenu très, 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 très rare. Malheureusement. Et donc, je me demande, vous parliez tout à l'heure, je vais finir là-dessus, vous parliez de la prière de la sérénité. Donc, Oui. rappelons, la prière de la sérénité, c'est Dieu, accorde-moi la sérénité, pardon, je la dis jamais en français, D'accepter ce que je ne peux pas changer Merci beaucoup. Je vais vous laisser la dire, Jacques. et le courage de changer ce qui peut l'être et surtout la sagesse de bien faire la différence entre les deux. Ouais. Et alors, dans les réunions ACA, le groupe s'appelle ACA, Adult Children of Alcoholics and Dysfunctional Families, OK. qui est en fait pas forcément très bien nommé parce que beaucoup de ces familles n'ont pas d'alcoolisme actif dedans. C'est des familles où il y a des héritages souvent d'alcooliques et de Ouais, compulsions, ouais. mais où, voilà. Et en fait, la prière de la sérénité de ACA, elle est un peu différente. Elle dit Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les gens que je ne peux pas changer, le D'accord. courage de changer la personne que je peux et la sagesse de savoir que cette personne est moi. Ah, c'est joli aussi. Ben oui, magnifique. Et en fait, euh, j'ai l'impression, on parlait tout à l'heure de civilisation adolescente. Je me demande si on n'est pas aujourd'hui dans un besoin qui est en fait aussi un besoin quasi universel désormais, qui est celui de se reparenter nous-mêmes. Je m'explique et puis après je la ferme. En gros, dans ACA, on dit en fait les enfants adultes, ça se définit comme c'est des adultes qui répondent à leur vie d'adulte, à ce que leur envoie la vie, avec des comportements hérités de l'enfance, des comportements, comment dire, euh, problématiques Mhm. hérités de l'enfance. Et donc, le but de cette confrérie, c'est
c'est de faire en sorte que chacun puisse se reparenter. Et ça veut dire s'occuper de ses enfants internes. C'est-à-dire, moi, j'ai 3 petits Félix en moi, le nourrisson, le bambin et l'adolescent. Le nourrisson, il est très buccal. Mhm. Il veut juste une chose, c'est être repu, être rassasié. Et il a très peur de manquer. Le bambin, en fait, il a une obsession, il a très peur et il n'a pas envie d'être brimé. Donc, il est très constamment en train de vérifier qu'il est bien en sécurité et qu'il ne va pas être agressé par ses pairs. Et il est très codépendant. Et puis enfin, il y a l'adolescent qui est en fait foudrage et qui a envie de sortir un couteau et de casser la gueule de tout le monde. Et en fait, moi, j'ai abandonné mes enfants. J'ai 3 enfants et ils sont nés, les 3, et dans l'année qui a suivi, je suis parti. Et en fait, à l'époque, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et par la suite, grâce au travail que j'ai fait dans cette confrérie, je me suis rendu compte qu'en fait, mes enfants internes étaient très en colère contre moi d'avoir eu d'autres enfants, parce qu'ils Ouais, ouais, considéraient que je ouais, m'étais très mal occupé d'eux. c'est Et bien vu. donc, il était hors de question que je m'occupe de ces Ouais, nouveaux venus. ouais, ouais. Euh, voilà. Externe. Voilà, externes. Et donc, ce travail, il m'a permis petit à petit, en m'occupant de mes enfants internes, j'ai pu commencer à être un père digne de ce nom avec les enfants que j'ai abandonnés. Donc, bon, c'est un travail qui a commencé il y a quelques années et qui se terminera à ma mort et qui sera jamais achevé. Mais c'est, c'est vraiment la clé. Enfin, ça a été pour moi vraiment un développement clé. Et j'ai l'impression que c'est ça, comment dire, que le jour, et ça y est, je vais vraiment me taire cette fois et vous écouter. Pardon d'avoir parlé aussi longtemps, mais je crois que j'avais besoin de partager. C'est très thérapeutique, cette session avec vous. Merci beaucoup. Euh, mais j'ai l'impression que, en fait, on sous-estime à quel point nous sommes devenus une civilisation d'enfants traumatisés qui ne disent pas leur nom, et que ce processus pourrait nous permettre de redevenir, s'il était employé à échelle, de redevenir d'abord d'être des sociétés avec des enfants, mais aussi des adultes, alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt une société avec presque que des enfants, et puis d'être capable de générer des aînés dignes de ce nom qui pourraient être nos leaders politiques, économiques, etc. Pardon. Non, écoutez, c'est très intéressant parce que vous arrivez spontanément par introspection, par votre réflexion, votre parcours de vie, à ce point où nous sommes, où aujourd'hui il y a beaucoup d'intérêt pour les peuples premiers et pour l'humanité première. Et j'ai beaucoup étudié le chamanisme, j'ai aussi un peu étudié les neurosciences du chamanisme, j'ai aussi étudié les thérapies, enfin, etc. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que ce qui est fondamentalement important dans la médecine chamanique, c'est le trauma. Et que le soin le plus basique dans la médecine chamanique, c'est l'extraction d'esprit et le recouvrement d'âme. Et ça se fait dans des rituels où on doit dialoguer entre le ciel et la terre, et ça se fait avec les entéogènes. Et les entéogènes, c'est des psychédéliques à travers lesquels on retrouve une capacité de travailler sur les mémoires refoulées, sur les mémoires traumatiques. Donc il y a une conjonction aujourd'hui des neurosciences les plus pointues avec les savoirs les plus anciens. Et le noyau de tout cela, c'est le trauma. La psychotraumatologie explique énormément de choses au niveau de l'axe du stress, au niveau de la capacité de supporter la frustration, au niveau de l'attachement et du détachement de l'attachement insécure, des violences, de la négligence, etc., etc. Et le chamanisme propose du recouvrement d'âme.
Et le recouvrement d'âme, c'est effectivement installé au cœur de la communauté, d'avoir ce lien rétabli entre la terre et le ciel, entre les esprits et la matière. Et vous voyez qu'on est complètement dans un retour du spirituel, dans au moment où il faut réinventer la médecine, notamment en addiction. Il faut retrouver ce lien sacré entre le ciel et la terre, entre les membres de la communauté et avec soi-même, parce qu'évidemment, les traumatismes nous dissocient et font qu'on n'a plus accès à soi. Donc, vous avez 100% raison. Et si vous êtes un pur scientifique athée, ben faites de la psychotraumatologie. Si vous êtes un très bon chrétien, ben allez à l'église et travaillez sur le pardon parce que c'est exactement la même chose. Et puis en plus, si vous avez un peu d'ésotérisme chrétien, vous pouvez encore aller chez un exorciste. Moi, je les ai supervisés pendant 10 ans sur le diocèse Lausanne-Genève. C'est exactement les mêmes pratiques. Il s'agit de créer ce lien entre la matière et l'esprit, entre les êtres humains et avec soi-même. Et vous avez 100% raison. C'est pour ça que l'avenir de la médecine sera dans 3 ordres. Il y aura un ordre biologique. Quelle chance on a d'avoir la science. Il y aura un ordre psychique. Quelle chance qu'on a d'avoir les psychothérapies. C'est magnifique. Mais un ordre spirituel parce que c'est le couvercle, c'est le chapeau. C'est vraiment le sommet de à quoi on peut accéder. Et j'ai eu une conversation publique avec le Dalai Lama, là, qui est sur Internet si jamais. Il est venu à l'Université de Lausanne. Et je lui demandais si on pouvait accepter le concept de santé spirituelle. Il m'a dit, mais absolument. C'est même le fondamental de la médecine tibétaine. Et allez-y, les Occidentaux, vous avez des racines magnifiques. Explorez vos histoires, vos racines occidentales. Elles sont très belles, très pleines. Arrêtez d'aller dans l'Himalaya. Vous faites ça très bien chez vous. Vous avez les Celtes, les druides, les chrétiens premiers. Vous avez tout ce qu'il faut pour extraire, dans le fond, le meilleur de vous et pour retrouver vos raisons de vivre et avoir l'ordre spirituel comme l'ordre supérieur de la santé. Et vous savez sans doute que l'OMS a défini la santé comme une absence, non seulement comme une absence de maladie, mais comme un état de bien-être physique, mental, social. Et à l'époque, on voulait mettre spirituel. C'était interdit par les communistes. Et il a fallu attendre 2005, donc après la chute du mur, pour que la santé spirituelle soit de nouveau au tableau de bord de l'OMS, mais peu de gens le savent. Et moi, je suis un militant d'appliquer les règles de l'OMS. C'est vraiment intéressant de savoir que c'est une dimension entière de la santé. Et les Américains, notamment le fameux diagnostic américain DSM, il a introduit une recommandation de faire l'anamnèse, donc l'histoire du patient, tant au niveau culturel que spirituel, parce que ça gouverne une espèce de cognition du sens. Que pensez-vous de votre vie? Quel est le sens de votre vie? Quel est le but de l'existence? Quel est le but de votre existence? Comment vous le fabriquez? Comment vous cherchez la vérité? La vérité, c'est toujours avec la beauté, la liberté, la responsabilité. Tout d'un coup, waouh, le ciel est ouvert et ça donne une profondeur, une hauteur, une largeur magnifique. Et voilà ce qu'il nous faut faire à l'avenir pour le 21e siècle. Merci, c'est une belle manière de conclure. Je vais vous demander quand même, on a l'impression que comment dire, souvent je dis dans les salles donc comme je vous le disais, je vais plus chez les alcooliques anonymes et les narcotiques Oui, anonymes parce que je me suis dit un jour, en fait, c'est le traitement des symptômes et non pas le traitement du mal profond enfin du problème fondamental. Et en même temps, j'ai la conscience aiguë que si je n'avais pas commencé dans la gestion des symptômes, je ne serais jamais arrivé à un stade où je pouvais m'intéresser aux causes profondes. oui. Donc, ce qu'on appelle, je crois, en psychothérapie, le compulsive behavioral therapy, Ouais, vous avez fait des thérapies cognitives et comportementales, oui. voilà, en fait, j'ai l'impression que quelque part, les 12 étapes Oui, standards à la une base forme. sont une forme de cela. Mais je suis arrivé à un stade un jour où je me suis rendu compte que, et encore une fois, c'est très cathartique pour moi de parler de ça avec vous, merci docteur, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin qu'il y a certains éléments du langage qui m'étaient utiles au début qui devenaient
en fait, non seulement qui ne m'aidaient plus, mais qui étaient presque des déclencheurs retraumatisants. Donc, je prends un exemple. Dans les salles de AA, on parle souvent de nos défauts de caractère. Et chez les ACA, chez les enfants adultes issus de familles dysfonctionnelles, on appelle exactement la même chose des stratégies, des coping mechanisms, donc des Ouais. stratégies de, comment on dit coping en français? Faire face, s'adapter à, oui, Ouais, des ouais. stratégies d'adaptation, voilà. L'adaptation, ouais. Stratégies d'adaptation héritées de l'enfance Ouais. qui nous ont permis de survivre. Donc, contrairement au AA où on essaye de se débarrasser et en réalité en vain de ces soi-disant défauts de caractère, chez les ACA, d'abord on reconnaît qu'ils ont eu une utilité parce qu'ils nous ont permis de survivre. Et deuxièmement, le but n'est plus de s'en départir, mais de les intégrer pour qu'ils deviennent, pour en tirer le bon côté sans donner libre cours au mauvais. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Est-ce qu'elle vous paraît, est-ce que ça résonne? Alors bien sûr, une fois encore, vous avez les intuitions que la science confirme. D'abord, il y a une petite plaisanterie que j'aime bien faire. Je dis la psychiatrie, c'est la pédiatrie de l'adulte. Parce qu'il Très y a, y bien. a cet aspect jouer avec l'enfant. Hein, oui, voilà. Et puis maintenant, moi j'ai une formation alchimique aussi. Et dans l'alchimie, c'est la science de la transmutation. Et vous avez raison, tout bouge, tout évolue. Tout ce qui fait qu'on peut changer de point de vue, ça permet de changer. Et la matière est soumise à l'esprit. Mind over matter. Je crois fondamentalement que l'esprit gouverne est plus fort que la matière. Et pour l'alchimie, quand on a un défaut, eh bien, on peut le transmuter ou le sublimer, passer du solide au gazeux, là, poum, je ne sais pas, vous êtes un peu impulsif ou un peu colérique, bah, c'est une belle énergie pour défendre une cause, pour monter aux politiques, pour faire un syndicat, une association. Parfait, parfait, allez-y, allez-y, allez-y. Donc, vous savez sans doute que l'alchimie disait spiritus contra spiritum, ce qui en latin veut dire que l'alcool attaque l'esprit. Mais en retour, comme spiritus veut aussi dire l'esprit aussi bien que l'alcool, eh bien, l'esprit va soigner l'alcoolisme et donc l'addiction en général. Et je crois qu'il y a une profonde vérité qui prédit le rétablissement par la liberté retrouvée, par ce cerveau d'en haut qui reprend le contrôle sur le cerveau d'en bas. Alors, toute dernière question avant de Oui. vous laisser partir. Cette fois, c'est promis, docteur. Je suis très conscient du fait que vous avez beaucoup d'autres choses à faire que de vous entretenir avec vous, mais encore une fois, j'en suis très reconnaissant. Et cette question, c'est sur la dimension politique Oui. du rétablissement, parce que j'ai l'impression, on l'a évoqué tout au long de cette conversation, en réalité, le mal est beaucoup plus profond qu'on ne pense. Il est vraiment sociologique et sociétal. Il y a quelque chose dans la modernité qui nous rend assez malades, qui fait que comment dire, les bienfaits d'une culture sont complètement perdus quelque part. Et j'ai l'impression qu'on est en train de découvrir, notamment à l'aune du génocide à Gaza, que les promesses qu'on se fait à nous-mêmes et qu'on fait au monde, nous autres Européens, depuis un certain temps, depuis la Deuxième Guerre mondiale, sont des promesses un peu en carton. C'est-à-dire que nous prêchons des choses et que nous ne respectons pas, notamment, par exemple, le plus jamais ça. Et j'ai l'impression que c'est en train de donner lieu à, je parlais tout à l'heure de propagande, à une remise en question de ce que sont les démocraties modernes. J'ai l'impression qu'on est dans un moment où en fait on n'est pas en train de vivre une crise de la démocratie, on est en train de vivre une crise de la propagande. C'est-à-dire que le narratif officiel sur qui nous sommes et qui nous prétendons être, le roi est nu. En fait, les citoyens se rendent compte
que nos États ne sont pas aussi démocratiques qu'ils prétendent l'être, qu'il y a des fonctionnements beaucoup plus plutocratiques et oligarchiques qu'on ne veut bien le reconnaître. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si la démocratie moderne doit survivre, il faut qu'elle se refonde et voir qu'elle se fonde entièrement, puisque, en fait, encore une fois, j'ai l'impression que la promesse dès les révolutions du XVIIIe siècle était un petit peu, était très rapidement sont devenues fausses. Et j'ai l'impression que dans le jeu démocratique, pour reprendre votre expression du cerveau du haut et du cerveau du bas, en fait, aujourd'hui, on prétend une des clés de notre propos quand on décrit une démocratie, c'est de dire ben, il y a les différents bras de l'État, l'exécutif, la branche exécutive, le législative, le judiciaire, et puis il y a les médias qui sont censés nous permettre d'être des citoyens informés, qui prenons des décisions informées, mais que ces médias, donc d'une part, sont en fait de la propagande, souvent beaucoup plus qu'on ne veut bien l'entendre, mais qu'en plus, ils ne parlent qu'au cerveau du haut. Et qu'en réalité, pour refonder la démocratie, il faut qu'on fasse des connexions entre le cerveau du bas et permettre aux gens de comprendre que la politique, elle est beaucoup plus façonnée par le cerveau du bas qu'on ne veut bien l'entendre. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Alors, j'ai de nouveau une intuition tout à fait juste. Il est vrai qu'il y a des illusions que c'est le cerveau de haut, on lit Le Monde, c'est très difficile à lire, etc. Bon, d'accord. Mais en fait, les décisions se prennent en bas. Est-ce que vous aurez un hamburger, un jeans, avec l'image qui va avec, au prix le plus favorable? Dans le fond, c'est là que ça se décide. Et je crois que il y a un vrai problème sur la question du bonheur. Parce qu'on nous vend du plaisir et on veut du bonheur. Il y a un grand malentendu. Le bonheur n'est pas au supermarché. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et créer le lien là, entre en haut et en bas. Euh, Nous avons besoin, effectivement, de comprendre ou d'avoir un accès à la question de la vérité. Parce que la vérité nous rendra libres. Et la question de la vérité, elle est occultée quand même par les besoins de domination. Et là, il y a un rapport entre le bien et le mal. On se retrouve, pour moi, dans un champ d'exorcisme, n'est-ce pas? Pour moi, il n'y a pas de vérité sans liberté. Il n'y a pas de vérité sans beauté. Il n'y a pas de vérité sans justice. Bien sûr, pas de vérité sans charité. Et tant qu'on morcelle ce bloc de la beauté, de la splendeur de la vérité, eh bien, on nous promène dans les supermarchés, on nous promène dans les promesses politiques non tenues, et on est dans ce que j'appelle, à propos de l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais on pourra le reprendre. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de la question de la vérité et de la liberté et de la charité dans l'intelligence artificielle, et il y a du boulot. Euh, on retombe dans les premiers versets de la Genèse. Dans la Bible, Genèse 2, il y a le serpent qui se balade. Et puis il va vers Ève et puis il lui dit, dis donc, si tu bouffais du fruit, là, ce serait pas mal quand même. Oh non, ah mais si, mais si. Parce que si vous mangez du fruit de la connaissance, vous serez comme des dieux. Et moi, je crois que dès qu'il y a un être humain debout, il y a cette tentation. Là, on est vraiment dans la question de l'exorcisme le plus premier. Euh, Est-ce que nous sommes des créatures d'un univers qui n'est pas un mécanisme, mais un organisme? L'univers qui est un organisme qui crée, qui génère de la conscience et qui est dans la vérité la plus profonde. Eh bien, on n'est pas du tout dans un univers mécanique qui produit des pièces d'or. Ce n'est pas du tout ça. Et dans le fond, je crois que depuis le début de l'humanité, nous devons nous confronter à la promesse du serpent. Nous devons maîtriser le serpent qui est dans le fond de ce cerveau d'en bas, une fois encore, qui nous fascine, qui nous fait chuter. C'est ça la chute, la vraie. C'est d'être séparé de l'univers créateur. Et c'est ça la véritable mission de l'homme, c'est d'embellir le monde. Il n'y en a pas d'autre.
point de Merci. suspension. Non, c'est pas, ces points de suspension sont vraiment la bonne manière de terminer provisoirement Oui, cette conversation. J'espère que nous en aurons beaucoup d'autres. Je vais mettre en ligne notre conversation à très proche, de manière très proche avec celle que j'ai eue avec un psychologue et qui est aussi statisticien flamand, qui s'appelle Matthias Desmet, qui est l'auteur d'un livre que peut-être vous connaissez, qui s'appelle La psychologie du totalitarisme. bravo. Et je pense que voilà, il faudra qu'on vous invite à converser ensemble, parce que je Bien pense sûr. qu'il y a vraiment un lien très très intéressant entre spiritualité, foi, politique et géopolitique et addiction. Et Eh oui, en fait, on est on peut d'accord. vraiment, il faut construire des ponts et voir. Une des choses que m'a appris comment dire, le rétablissement, c'est de voir que le déni d'enchevêtrement des problématiques et des sujets est une des maladies de l'Occident moderne. Voilà. Et voilà, le vide existentiel qui va surgir et la domination qui va s'imposer. Mais Mm. voilà, nous allons embellir le monde, c'est ça la mission. Merci beaucoup, Merci, Jacques Besson. Merci merci de m'avoir de invité. Et m'avoir. ce meilleur message aux spectateurs et à une prochaine peut-être. À très Voilà, bientôt et j'espère vous avoir sur une parade Black Elephant, puisque c'est ainsi qu'on nomme nos réunions. d'accord. Je vais vous inviter sans tarder. Merci OK. encore. Merci Excellente et bonne journée. journée.